Bonjour, l'émission spéciale d'aujourd'hui a pour invité le journaliste Guillaume Perrier. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international du Point aujourd'hui. Vous avez été longtemps correspondant du Monde, je crois, Oui. en Turquie. Mhm. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et d'un film documentaire que nous avons vu sur Arte sur la Turquie, Erdogan, l'ivresse du pouvoir. Vos ouvrages que nous connaissons sur la Turquie, c'est La Turquie et le fantôme arménien, qui nous avait beaucoup intéressés. Je crois que c'était la première fois qu'un livre était consacré à ces Arméniens islamisés de force pendant le génocide. Vous avez enquêté pour écrire ce livre, vous avez fait votre travail de journaliste, et en 2018, vous avez écrit donc le livre édité aux Actes Sud Solin, Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan. Donc c'est pour dire que vous connaissez le sujet en profondeur. Nous allons parler donc de votre dernier ouvrage, coécrit avec Laure Marchand, comme les autres, d'autres d'ailleurs, Le fantôme arménien. Euh, ce livre s'appelle Les loups aiment la brume. C'est un titre mystérieux que vous allez nous expliquer peut-être. Enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe aux éditions Grasset. Euh, voilà, donc ce titre fait allusion à un dicton turc. Mais pourquoi ce titre? Pour parler des réseaux clandestins de la Turquie en Europe. C'est un petit clin d'œil à la langue turque qui aime tant les proverbes, hein. Il y a toujours des images poétiques pour toutes sortes de situations. Et puis donc ce proverbe, les loups aiment la brume, en turc, kurtlar puslu havayı sever, veut dire que une personne mal intentionnée va toujours profiter d'une situation de trouble, de chaos, pour mener à bien ses desseins malfaisants. Et je crois que cette situation, alors pourquoi on a utilisé ça par bout des proverbes turcs, hein, déjà, premièrement, parce que c'est aussi un proverbe couramment utilisé dans les milieux nationalistes turcs, hein. Il y a cette image du loup, hein, qui est un symbole nationaliste, et puis parce que je crois que ça définit, ça décrit très bien l'atmosphère dans laquelle se trouve la Turquie aujourd'hui, finalement. Une atmosphère effectivement très, très dure, hein, sur le plan politique, avec un pouvoir omnipotent, omniprésent, et derrière ça, une situation de chaos, hein, une situation de chaos politique qui s'accroît de plus en plus avec une place prépondérante aujourd'hui occupée par les groupes criminels, par les mafias, par l'extrême droite ultranationaliste, ces fameux loups gris, qui sont une partie du sujet. Donc voilà, je crois que ça décrivait bien cette atmosphère et la manière dont Erdogan instrumentalise ses relations avec l'Europe aujourd'hui, puisque l'angle de l'ouvrage, c'est effectivement les opérations turques en Europe, sur lesquelles plane une certaine brume, hein, effectivement, et qu'on a essayé de décrypter. Alors, il y a deux volets, j'allais dire, dans ce livre. Vous décrivez dans ce livre l'entrisme de la Turquie en Europe, en France, en Allemagne, peut-être dans une autre forme en Allemagne, en Belgique notamment. On parle beaucoup aussi l'Autriche, mais la Turquie ne se contente pas de faire de l'entrisme forcé dans la vie politique pour accroître son influence. La Turquie est soupçonnée de se livrer à des actions violentes, espionnage, intimidation, menaces, assassinat politique, etc. Donc, il y a énormément d'éléments sur lesquels on peut s'apesantir dans cette interview, mais moi, je voudrais que vous nous fassiez un panorama de ces deux éléments en Europe et on rentrera dans quelques détails plus tard.
Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle des activités clandestines des services de renseignement turcs. Donc le fameux MIT. Le MIT, en Turquie, c'est à la fois un service de contre-espionnage, donc un service intérieur, et un service d'opération extérieure. Donc c'est à la fois la DGSI et la DGSE, pour prendre l'exemple français. Donc c'est un service, omnipotent, extrêmement présent, qui joue aujourd'hui le rôle de garde rapproché du régime d'Erdogan, sous la houlette de son directeur, Hakan Fidan, qui est un des hommes les plus puissants du régime aujourd'hui. Alors le Et vous mythe, dites que Hakan Fidan est kurde. oui, oui, il est kurde, bien sûr. Oui, il est originaire de Mm. Van. Voilà, donc il est, oui, oui, il est d'origine kurde, il est kurdophone, absolument. Mm. Donc le mythe est cette organisation extrêmement puissante, qu'Erdogan a installée au cœur de son pouvoir et qui lui sert, dans toutes ses relations, avec les pays étrangers, qui lui sert d'aiguillon, hein, je dirais, pour conduire sa politique agressive, à la fois, vis-à-vis des Européens, mais c'est aussi vrai, en Syrie, dans le Caucase également. Enfin voilà, le mythe est toujours à la manœuvre, derrière tout ça. Alors, ces deux aspects sont très importants à comprendre parce qu'il y a effectivement une dimension, d'encadrement de la diaspora, hein, pour parler de l'Europe très précisément. Les opérations clandestines d'Erdogan ont cette fonction-là, encadrer la diaspora, poursuivre les opposants, les espionner, les menacer, éventuellement les assassiner. Et puis, il y a cette deuxième fonction qui est, de peser sur le débat public européen en influençant ces institutions, en faisant éventuellement de l'entrisme, hein, dans les institutions européennes. Alors ça prend, des formes plus discrètes, hein, que des opérations d'espionnage ou d'assassinat politique. Là, on parle plus d'influence. C'est ce que pratiquent d'autres États autoritaires, hein, la Chine, la Russie, pour ne citer que. Mais la Turquie, c'est, pour ça qu'on a voulu faire ce livre, c'est quelque chose de moins visible que les pays qu'on vient de citer, mais qui est, c'est un dispositif extrêmement, puissant aujourd'hui et très, 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 très impressionnant. Euh, donc, pour cette enquête que vous avez menée dans plusieurs pays en Europe, vous avez un informateur, quelqu'un qui vous a fait entrer dans les affaires, dans les plans d'assassinat, etc. Comment cela s'est passé? Alors, bon, on travaillait déjà dessus, hein, avant de faire, cette rencontre avec Feyyaz Öztürk. Alors, on travaillait déjà dessus. Je dirais que ce qui nous a mis le pied à l'étrier dans cette histoire, c'est d'abord, le triple assassinat de 2013, hein, sur lequel Laure a beaucoup travaillé. Donc l'assassinat des 3 militantes kurdes près de la gare du Nord à Paris en janvier 2013. On vient de célébrer le 10e anniversaire de ce triple assassinat. L'assassinat a été très rapidement relié, aux services secrets turcs, qui n'ont pas été mis en cause à cause d'un procès, voilà, qui s'est terminé par la mort en prison de l'assassin. Néanmoins, on a pu, nous, dans notre enquête, au cours de toutes ces années, accéder aux sources judiciaires des différents pays. On a pu, remonter le fil de ce réseau, hein, si vous voulez, refaire un petit peu le parcours de l'assassin et remonter, jusqu'à une cellule supposée de commanditaires, proches des services secrets turcs et proches des milieux ultranationalistes turcs. Donc ça, c'est le point de départ, je dirais, sur lequel, on a travaillé pendant de longues années. On s'est aperçu qu'après la tentative de coup d'État en Turquie en 2016, en juillet 2016, cette tendance, hein, cette propension à mener des opérations contre des opposants, sur le sol européen, s'est accrue, s'est considérablement renforcée. Le mythe a pris un pouvoir, exorbitant, dans ce dispositif, avec des moyens très importants aussi, hein, que ça soit des équipes de tueurs, sur le sol européen ou des drones, par exemple, qui sont envoyés, sur tous les terrains de conflit aujourd'hui, pour éliminer des opposants. Donc le mythe a pris cette place prépondérante et on a, à partir de 2016, de nouveau enquêté sur, les réseaux diasporiques turcs, hein, qui servent
de bases militantes et de bases opérationnelles au service secret turc. Et donc, ce qu'on pouvait soupçonner, hein, quand on a toutes ces dernières années étudié les réseaux de la diaspora turque, que ce soit les réseaux ultranationalistes, les réseaux islamistes qui sont très présents sur le sol européen, on pouvait supposer effectivement qu'ils servaient de caisse de résonance, hein, des services de renseignement turcs. Et en enquêtant de plus près sur tout ça, bah, on s'est aperçu que c'était effectivement le cas et que le dispositif était même encore plus effrayant que ce qu'on pouvait imaginer, si vous voulez. Mm, mm. Euh, mais vous parlez au conditionnel quand vous rapportez les affirmations de cet informateur qui est un ancien du mythe, qui serait un ancien du mythe et Oui, qui est un globe-trotter qui fuit un peu les services secrets turcs qui essayent de l'assassiner ou en tout cas de le ramener en Turquie, ou, etc. Parce qu'il y a eu aussi des cas de gens qui ont été ramenés de force en Turquie. oui, beaucoup. Alors, Euh, pour revenir sur cette histoire, effectivement, donc Feyyaz Öztürk se présente comme un repenti, un agent repenti du mythe, et j'ai retrouvé sa trace en 2020, 2020, c'est ça, après un événement qui est survenu à Vienne, hein, en plein milieu de la crise du Covid, en Autriche, donc où une députée d'origine turque qui s'appelle Berivan Aslan a été, selon les autorités autrichiennes, la cible d'une tentative d'assassinat. S'est rendu à la police autrichienne donc cet homme, Feyyaz Öztürk, un turco-italien qui se présente comme un ancien agent des services de renseignement qui a été chargé d'assassiner cette personne, donc en 2020. Alors, il faut savoir que Berivan Aslan est effectivement une femme kurde très militante, très proche du PKK, hein, on peut le dire, très virulente contre le régime de Tayyip Erdogan. Et donc, elle a été régulièrement la cible des milieux pro-Erdogan en Europe. Et il se trouve qu'elle finit par être la cible d'une tentative d'assassinat. Donc cette histoire, évidemment, faisait écho à notre enquête sur laquelle on travaillait, faisait écho à tout ce qui s'était passé à Paris quelques années plus tôt. Et donc, on a très rapidement commencé à enquêter sur ce dossier et à essayer de retrouver la trace du fameux Feyyaz Öztürk. Donc, ça a pris un certain temps, quelques mois, pour éplucher le dossier, retrouver des contacts, et puis finalement retrouver sa trace en Sicile. Euh, où il était caché, puisqu'il a le passeport italien. Il était à Palerme, où, disait-il, personne n'oserait venir l'assassiner à cet endroit-là. Et donc, moi, je suis allé l'interviewer à Palerme pendant plusieurs jours. Hein. Je suis resté une petite semaine et pour essayer voilà, d'apprendre un petit peu tout ce qu'il pouvait avoir à révéler autour de cette histoire de Vienne et au-delà, puisque il se présentait comme un ancien agent du mythe avec une trentaine d'années d'expérience au sein des services, donc avec une connaissance potentielle de beaucoup d'affaires depuis la fin des années 80, si vous voulez. Donc voilà, une source évidemment précieuse, mais qu'il faut quand même prendre toujours avec des pincettes, parce que voilà, un ancien agent D'où de... le temps inconditionnel quand vous rapportez ces informations, Voilà, alors entre il y a beaucoup de guillemets. choses qu'on n'a pas pu vérifier. Je n'ai pas publié la moitié de ce qu'il m'a raconté, hein, parce que beaucoup de choses sont invérifiables et seraient un peu... Voilà, on ne peut pas se fier à une seule source hein, pour affirmer quelque chose, ça c'est un principe journalistique de base, mais il y a quand même énormément d'affaires sur lesquelles il nous a aiguillés, il nous a orientés et sur lesquelles il nous a apporté un peu de lumière dans cette brume. Alors, nous parlons du mythe qui planifie et exécute des assassinats politiques ou autres en Europe. Et donc, ils sont en relation avec les foyers idéalistes, donc ces cellules nationalistes, ultranationalistes turques, Ülkü Ocakı,
donc, qui sont présentes un peu partout en Europe. Mm. Vous avez parlé de la région Rhône-Alpes, vous avez parlé de la France en général et d'autres pays européens. Quel est le mécanisme? Comment la Turquie quadrille comme ça la diaspora à travers ces quelques organismes, dont aussi l'organisme de gestion des mosquées et des imams turcs en Europe, le Alors, Diyanet? pour schématiser un petit peu, il y a deux grands réseaux diasporiques qui quadrillent la diaspora turque. Il y a effectivement les Lougri, les Ülkü Ocakları, dont vous venez de parler, donc ces foyers ultranationalistes, que la France a théoriquement interdit il y a 2 ans. Bon, on s'aperçoit qu'en réalité, rien n'a absolument été fait. Mais la France a interdit, excusez-moi, mais la France a interdit les loups gris, ce Oui, qui était une aberration parce que les loups gris en tant que tels n'existent pas. oui, Ils c'est se ça. Quand on reliaient parle à des tel ou Lougri, c'est de ça tel. qu'on parle. C'est des foyers Mais idéalistes, hein, on n'a pas interdit les foyers en France. oui, mais les Lougri, c'est ça. Nommément, voilà, nommément, c'était les loups gris, quelque chose d'opaque qu'on ne Voilà. peut pas définir. Si, si, je crois qu'on peut le définir, hein. Les loups gris, c'est les foyers idéalistes. Les loups gris, c'est le nom qu'on donne, que les adversaires des loups gris, leurs adversaires donnent aux foyers idéalistes. Donc, structurellement, comment ça fonctionne? C'est un réseau qui s'est installé dans les années 70 et qui a son siège à Francfort, en Allemagne, où se trouve la maison d'édition qui édite le quotidien Turquie, qui est le quotidien du mouvement ultranationaliste et du MHP, une maison d'édition avec voilà, des livres de propagande, et où se trouve le siège donc, de l'organisation politique qui s'appelle la Confédération turque, Confédération européenne turque. Euh, Ça, c'est l'organisme au niveau européen. Ensuite, dans chaque pays, vous avez une fédération nationale, la fédération turque. Donc, on a en France la fédération turque, dont le siège se trouve à Pantin, donc qui est le siège des loups gris en France. Et ensuite, à l'échelon inférieur, on a au niveau local ce qu'on appelle donc les foyers idéalistes. Ülkü Ocağı. Il y en a plusieurs dizaines à travers la France, dans plein de petites villes, partout où se trouve de la diaspora turque, et qui sont, pour le public français et pour l'administration française, qui portent des noms français passe-partout. Association folklorique turque, association culturelle franco-turque de Montreux, que sais-je. Donc, on a à chaque fois une vitrine française acceptable, et puis derrière, effectivement, un mouvement ultranationaliste turc qui ne cache pas ses activités, son identité auprès de la diaspora turque et qui sert, oui, de foyer militant. Alors ça, c'est les ultranationalistes. On a un autre réseau très important historiquement qui est celui du Millî Görüş. Millî Görüş, c'est un mouvement islamiste turc fondé par Necmettin Erbakan, le mentor hein, politique de l'actuel président turc, et qui s'est installé à travers l'Europe, là aussi dans les années 70, pour échapper à l'origine au contrôle d'Ankara. Ce qui est intéressant, c'est que ces réseaux qui se sont développés dans la diaspora, à l'origine, c'était pour échapper au contrôle d'Ankara et des militaires. À partir du moment où Erdogan est arrivé au pouvoir, à partir de 2003, il n'a eu de cesse de reprendre en main, si vous voulez, le contrôle de ces réseaux pour pouvoir contrôler la diaspora, parce qu'on sait qu'il y a 5 millions de Turcs en Europe, hein, à peu près 2,5 millions, 3 millions d'électeurs. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Donc il a repris en main ces réseaux, les réseaux islamistes d'abord, parce que c'était plus naturellement ceux dont il était issu, et puis les réseaux ultranationalistes après 2015, puisqu'il y a eu cette alliance entre Erdogan et les loups gris, et qu'aujourd'hui, le mouvement ultranationaliste sur le sol européen travaille pour le régime Erdogan. Donc on a une convergence entre toutes ces organisations qui aujourd'hui font le travail du régime, si vous voulez, alors que jusque-là, elles avaient une certaine indépendance. Ce qui fait qu'il y a cet alignement aujourd'hui de toutes ces organisations sur un discours d'État unique et sur l'agenda des services secrets turcs. Alors, vous parlez donc de l'entrisme politique de la Turquie aussi.
l'UID, l'UETD, le COGEP, c'est le bras politique, si on peut dire, d'Erdogan en Europe. Il y a eu donc Alors, oui, c'est ça. et en même L'UID, temps, vous alors, dites qu'il y a eu un mouvement propulsé par Erdogan une stratégie de duplication de l'AKP sur place, en Europe, en France en particulier, où on a vu plusieurs groupes qui se sont créés, des unions pour les démocrates musulmans, etc., qui ont été créés un peu partout, mais avec des noms différents. Et vous mettez tout cela ensemble et vous émettez donc l'idée que c'est une stratégie qui a été mise en place par Erdogan. non, non, mais c'est très factuel, hein. Alors, ça s'est d'abord appelé l'UETD, donc Union européenne, effectivement, des Turcs démocrates, et le nom a changé à partir de 2015, où ça s'appelle maintenant l'Union internationale des démocrates. Donc, c'est UID, hein, qui est effectivement, je dirais, la réplique de l'AKP sur le sol européen, qui est divisée en grandes régions au niveau européen, hein. Donc, on a détaillé l'organigramme de tout ça. L'UID a cette fonction de chapeauter les différents réseaux dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire à la fois les réseaux politiques et les réseaux religieux, qui avaient des buts et des organigrammes distincts, hein, au départ, qui n'étaient pas forcément de la même culture politique, entre les loups gris, les islamistes du Mili-Gurush et je dirais les pro-AKP du début, c'était des réseaux militants, des réseaux de solidarité, des réseaux sociaux qui étaient différents. L'UID, aujourd'hui, a cette fonction de réunir tout ça sous une même ombrelle et donc de porter une voix unique qui est celle d'Erdogan. Donc il y a vraiment une volonté d'unifier les différents réseaux diasporiques pour que tout le monde ne parle que d'une voix. L'UID a cette fonction et principalement dans les périodes électorales. Donc là, comme vous le savez, c'est très bientôt, hein, puisqu'il y a des élections en Turquie dans 4 mois maintenant. L'UID est déjà à la manœuvre, et d'ailleurs, on peut en parler, puisque dimanche soir à Lyon, il y a une réunion très importante qui est organisée dans la diaspora turque, avec une délégation de très haut niveau de l'UID. Hein, le chef européen de l'UID sera présent à Lyon dimanche soir. Il s'appelle Köksal Kuş, c'est un ancien loup gris, c'est d'ailleurs intéressant, puisque pour la première fois, la direction de l'UID a été confiée il y a quelques mois à un ancien loup gris, alors que jusque-là, c'était plutôt d'anciens islamistes qui étaient à la tête de ça. Donc ça montre aussi les courants, hein, qui agitent l'entourage de Recep Tayyip Erdogan. Donc Köksal Kuş L'alliance sera là, présent. de plus en plus serrée avec l'extrême droite. Oui, oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est Erdogan. vraiment le courant nationaliste qui domine, hein. Donc on a la présence de cet homme. On a également Zafer Sorakaya, qui est un ancien député de l'AKP, qui est lui-même issu des réseaux européens, notamment islamistes à Cologne. Donc on a aussi Efkan Ala, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur. Donc tout ce petit monde sera présent à Lyon dimanche soir pour rencontrer la diaspora turque. Donc on voit que l'UID chapeaute cette stratégie électorale diasporique, que Lyon est un endroit très important pour la diaspora turque en Europe, ça c'est aussi à souligner, et que la campagne est lancée avec déjà des délégations qui circulent partout dans les milieux diasporiques. Mm. Le COGEP, Oui. on sait que dans les milieux de la diaspora lyonnaise, on sait que le COGEP a eu une action extrêmement soutenue contre l'enseignement du génocide des Arméniens dans les écoles en France. Quel est cet organisme? Quel est le but de cet organisme? Bah, le COGEP, alors c'est dans ce qu'on vient de décrire, c'est un petit peu, il a un rôle un petit peu iconoclaste, un peu à mi-chemin, je dirais, entre les réseaux islamistes et les réseaux ultranationalistes, hein, parce que le COGEP a la particularité d'avoir un pied de chaque côté. Il est constitué d'anciens du Mili-Gurush, d'anciens islamistes qui ont été écartés du mouvement pour beaucoup. Pour des raisons internes, hein, des raisons politiques, des raisons de rivalité. Il est dirigé par quelqu'un qui est assez connu en France, qui s'appelle Ali Ghedikolu, qui est un militant
islamiste, ultranationaliste, très virulent sur les réseaux sociaux, qui manie facilement la menace et l'insulte contre ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et le COJEP a cette particularité d'être une organisation qui s'est donné une image, je dirais, d'ONG civile à but politique, avec un accès aux organisations internationales comme l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, mais qui sur le terrain joue un rôle extrêmement trouble, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ali Ghedikolu est un proche de Recep Tayyip Erdogan. Son propre fils est aujourd'hui conseiller au palais à Ankara. Euh, voilà, donc il y a des liens étroits avec l'AKP, avec le régime turc, et puis surtout, on s'aperçoit que COJEP est derrière beaucoup d'initiatives, que ce soit des manifestations anti-kurdes, anti-arméniennes, et comme vous l'avez dit, avec un volet aussi axé sur le négationnisme à l'école. Alors, le COJEP soutient effectivement ce genre de choses, mais au-delà de ça, je crois que c'est l'ambassade turque qui se trouve derrière ce type d'initiative. Hein. Voilà, le COJEP n'est pas une organisation autonome de ce point de vue-là, et les combats qu'il porte sont ceux de l'ambassade de Turquie. Comme je peux en témoigner, lorsqu'il y a eu des élections législatives à partir des années fin 90, le consulat demandait, propulsait des candidats et le consulat soutenait avec des appels téléphoniques les maires et les têtes de liste dans la région lyonnaise dont je peux parler. Vous avez parlé par exemple du cas de Yalcin Ayvali qui s'est présenté à Vénissieux avec Yves Blin pour les élections municipales, le fameux Ahmed Chetin qui était un organisateur ou je ne sais pas, un des chefs de la manifestation anti-arménienne en 2016 à Lyon, 2016-2020, enfin en tout En cas il a 2020, été à Dessine, oui, en 2020 surtout. à Dessine, oui, il a été condamné pour cela. Mhm. Vous parlez dans ce livre de tous les assassinats, de toutes les tentatives d'assassinat en France, en Europe. Donc, on a parlé des 3 militantes kurdes de Paris. Là, on parle du nouvel assassinat à Paris encore au Centre culturel kurde dont on ne sait pas encore plus sur l'enquête. Mais vous parlez donc des dirigeants, des militants des droits de l'homme turcs qui sont pourchassés un peu partout en Europe. On en connaît des célèbres. Il y a Zara Kolu, il y a. Euh, mais vous parlez d'un. Et ce qui est très étonnant et en tout cas très nouveau, vous parlez aussi de l'alliance entre les services turcs et les services azerbaïdjanais pour pourchasser les militants des droits de l'homme et les opposants à Aliyev azerbaïdjanais. Oui, bah, c'est notamment le cas de Mohamed Mirzali qu'on a longuement rencontré, dont le cas est emblématique. C'est un jeune blogueur azerbaïdjanais donc qui se trouve réfugié à Nantes et qui a été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat hein, gravissimes sur le sol français. Notamment une où il a reçu 16 coups de couteau. Il a été menacé par arme à feu à plusieurs reprises. La police française a arrêté des tueurs polonais qui venaient pour l'assassiner. Enfin, il y a quand même des faits qui sont d'une gravité absolument incroyable. Alors, le lien qui a pu être fait avec les réseaux turcs, hein, effectivement, qui est assez intéressant, c'est que une des personnes qui était parmi ceux qui menaçaient ce blogueur de façon très très forte se trouvait être un député azerbaïdjanais qui était lié lui-même à Sedat Peker, donc ce mafieux turc proche des Lougris, et au Osmanen Germania, qui était ce groupe de motards pro-Erdogan, constitué comme un gang criminel en Allemagne, et dont la justice allemande a estimé qu'il officiait comme une cellule du mythe sur le sol allemand. Donc, effectivement, il y a des liens entre les réseaux ultranationalistes turcs et certains
proche du régime Aliyev. Oui, ça n'est pas nouveau. Je crois que les Loups-gris sont très influents en Azerbaïdjan aussi, hein, évidemment. Donc ce mouvement logiquement déborde un petit peu sur l'Azerbaïdjan. Hmm. Alors, bien entendu, on a parlé, et on peut citer tous les cas que vous avez évoqués et développés des militants des droits de l'homme ou des opposants au régime turc et azerbaïdjanais. Vous avez parlé de Bahar Kimyongur, Ragip Sarakolu, Tuna Altinel. Bon, le problème se posait différemment pour Tuna Altinel. Can Dündar, Cem Özdemir, Sevim Dardelen de Die Linke, Haygo Bardat, qui est un journaliste d'origine arménienne. Mmh. Donc, ces tentatives de les réduire au silence et de les faire extrader vers la Turquie. Ouais. Que font les États européens quand il y a des demandes d'extradition de ces militants des droits de l'homme vers la Turquie dont on sait la destination, en tout cas on sait ce qui les attend en Turquie? Alors, d'abord, il faut Alors le replacer cas un de petit peu. Bahar, excusez-moi, mais je me souviens du cas de Bahar Kimyongur qui a été menacé jusqu'à la dernière limite d'extradition alors qu'il est né en Belgique. Absolument, absolument. Il y avait eu Alors le cas que avec Taner font les Akcham États au européens? Canada. Il y avait eu le cas avec Taner Akcham au Canada. Enfin, il y a un nombre de cas absolument incroyables. On sait que depuis 40 ans maintenant, la Turquie est l'un des pays qui se sert le plus des lois antiterroristes, je dirais, pour terroriser ses opposants. Il y a une instrumentalisation politique de ces lois très forte pour faire taire toute critique à l'étranger. Donc, ça n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça s'est accéléré considérablement depuis 2016. Et là aussi, le mythe est vraiment à la baguette. Alors, l'exemple le plus frappant et le plus actuel, bah, c'est la Suède. Aujourd'hui, la Suède cherche à entrer dans l'OTAN. La Suède, en même temps, bah, pour nous, Européens, est quand même sorte de modèle démocratique, en tout cas un pays qui a fait de l'accueil des réfugiés politiques un pilier un pilier institutionnel, un pilier de ses valeurs, je dirais. Et ça, c'est ça qu'aujourd'hui Erdogan cherche à attaquer. Aujourd'hui, Erdogan cherche à faire plier la Suède sur cet aspect-là, à remettre en question la politique d'asile politique en Suède, en l'accusant d'héberger des terroristes. Alors, ça a commencé par une dizaine de noms, et puis 30, et puis 50. Et puis là, il y a quelques jours, Erdogan a dit que la liste d'opposants qui était réclamée à la Suède comptait 130 noms. Donc voilà, donc aujourd'hui, on en est là. Cette politique de réclamer des opposants a longtemps été un échec pour la Turquie parce que les pays européens avaient quand même un certain nombre de principes démocratiques en termes d'état de droit qui faisaient que les demandes d'extradition étaient systématiquement rejetées par les pays européens. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une brèche dans laquelle la Turquie essaye de s'engouffrer. Les pays européens sont un petit peu moins sûrs de leurs principes démocratiques. L'état de droit est peut-être un petit peu plus fragile aussi. Il y a en tout cas la possibilité pour la Turquie de le remettre en question jusqu'en Suède. Et on s'en est aperçu puisque début décembre, un réfugié politique, enfin en tout cas un demandeur d'asile kurde, a été expulsé vers la Turquie avec les conséquences qu'on connaît, puisqu'il a été immédiatement condamné à 16 ans de prison. Aujourd'hui, les lieux de détention en Turquie, la torture y est de nouveau pratiquée, donc ça devrait être en soi un motif d'arrêt de ces procédures, mais ça ne l'est pas. Donc la Turquie parvient quand même à faire reculer les lois en Europe et à obtenir des concessions. Donc il y a effectivement un terrain sur lequel il y a un terrain glissant, en tout cas, du point de vue du droit. Alors, là, nous parlons aussi donc de la justice dans nos pays aujourd'hui, de la réaction de la justice à cette agression, à cette agressivité de la Turquie. Il y a eu le procès du tueur des 3 militantes kurdes à Paris. Alors, il n'y a pas eu Euh, de procès, justement, puisqu'il est alors mort avant. justement, il était en prison Hmm. et il est mort. Et
l'enquête a été arrêtée parce qu'il est mort Oui, ou et c'est tout à fait normal donc qu'il oui, n'y ait c'est pas normal parce d'enquête. il était le seul accusé. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'accusé, il n'y a plus de procès. Donc, enfin, Voilà. ce sont aussi des méthodes employées par la mafia italienne à l'époque où quand il y avait quelqu'un qui pouvait parler, il y avait donc je ne sais pas de quoi est mort Bah, cet homme. il est mort d'une tumeur au cerveau, hein, Mm. puisqu'il avait une tumeur au cerveau incurable, et ça, effectivement, c'est une réalité. Mais la question qu'on peut se poser, c'est s'il n'a pas été recruté précisément parce qu'il avait cette tumeur et donc une espérance de vie très limitée, si vous voulez. Mm. Donc On voilà. a le droit de se poser effectivement des questions. Mais la justice française, à un moment donné, et je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, la justice française était plus ou moins de connivence avec la Turquie pour les militants kurdes. Il y a eu beaucoup de militants kurdes qui ont été, beaucoup, je dis dans les années 90, j'en ai été témoin. Plus tard, on a parlé des militants qu'on remettait à la Turquie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une, euh, une action quelque part, de la part des Kurdes, de la part des opposants, une action quelque part pour dénoncer ou pour améliorer cette situation? Alors, pour ce qui est de la justice, je vais répondre en deux temps, mais pour ce qui est de la justice, il y a une enquête qui est toujours en cours aujourd'hui sur l'assassinat de 2013, puisqu'il y a un juge d'instruction qui a pu se ressaisir à la lumière de nouveaux éléments dans le dossier. Donc, il y a la possibilité de rechercher les commanditaires de cet assassinat. Il y a une instruction qui est toujours en cours, mais qui est effectivement entravée depuis une dizaine d'années, non pas par la justice, au contraire, la justice semble vouloir faire son travail, mais plutôt par les autorités politiques dans cette histoire, et notamment par les services de renseignement français, qui visiblement ont des éléments qui sont toujours classés secret défense aujourd'hui, qui n'ont en tout cas pas été portés à la connaissance de la justice, malgré les nombreuses demandes dans ce sens qui ont été faites. Donc on voit aujourd'hui que la justice est entravée, qu'il y a une volonté de ne pas dévoiler tous les petits secrets des relations entre la France et la Turquie, sans doute parce que les services de renseignement des deux pays ont une forme de coopération, une forme de collaboration sur un certain nombre de sujets, et que le PKK, dans tout ça, les opposants à Erdogan, en tout cas, sont, je dirais, sacrifiés, hein, en quelque sorte, sur l'autel de ces relations. Alors, ce qu'on peut constater pour la France, c'est vrai, et on en a pu le constater bah, pour l'Autriche, hein, dans le cas de Feyyaz Öztürk, puisque toute son histoire montre ça aussi, si vous voulez, qu'à partir du moment où il a fait ses révélations, il a été discrètement renvoyé en Italie, libéré de prison, et là aussi, les procédures judiciaires ont été arrêtées. On s'aperçoit que c'est le cas également en Allemagne, où beaucoup d'activités des services secrets turcs ont été protégées par l'Allemagne pour des raisons de réel politique. Donc c'est quelque chose qui transpire dans beaucoup de pays européens finalement. La Turquie s'est imposée, a su imposer son rôle auprès de la diaspora pour contrôler sa diaspora aussi par rapport aux pays européens. C'est-à-dire que pour beaucoup de services de police ou de renseignement européens, d'avoir un État qui contrôle ses mosquées et ses réseaux diasporiques, c'était quelque chose de plutôt rassurant finalement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, ça peut être utilisé contre les pays européens. Et ça, bon, il est un petit peu tard pour s'en rendre compte, mais je crois il y a cette dimension aujourd'hui qu'il faut revoir. Alors, Guillaume Perrier, vous parlez aussi du cas de l'ambassadeur, de l'ex-ambassadeur de Turquie en France, qui a dirigé le MIT. En tout cas, il avait été, je crois, numéro 2 du MIT Oui, avant d'être nommé en France. c'est Ismaël ça. Hakim Moussa, qui posait un problème à la justice française et le cas a été, le dossier a été clos après son départ. Bah, il y a pas, il y a pas de dossier hein, le concernant, puisqu'il bénéficiait Il d'une n'y a pas eu immunité. d'enquête.
Donc voilà, non, non, il se trouve que il y a un document de la justice belge, puisqu'il y a une procédure qui a été ouverte également en Belgique, hein. Il y a eu un procès pour tentative d'assassinat contre deux hauts responsables kurdes à Bruxelles. Dans ce dossier, on retrouve là aussi les services de renseignement turcs avec un certain nombre de, de, de personnages hauts en couleur, enfin, dont on parle dans notre livre. Et la justice belge s'interroge sur le rôle qu'aurait pu jouer l'ambassadeur donc Hakem Moussa à l'époque dans l'organisation de ce réseau et de ces équipes de tueurs sur le sol européen. Et Mm. ces questions qui ont été posées par la justice belge à la justice française, là aussi, sont restées sans réponse. C'est-à-dire que la France n'a jamais répondu à la Belgique sur ce terrain-là. Et à partir du moment où je dirais ces soupçons sont apparus au grand jour, l'ambassadeur en question a été discrètement renvoyé à Ankara et aujourd'hui, il occupe un autre poste d'ailleurs au sein de l'OSCE aujourd'hui, puisqu'il est Mm. en charge de la lutte contre l'islamophobie, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc c'est intéressant parce qu'on voit là aussi que ça peut être pour les services secrets turcs je dirais, une piste d'action sur ce terrain-là. Mm. Donc l'islamophobie qui a été un thème qui a été largement exacerbé par l'arrivée de Erdogan au pouvoir, donc la lutte contre l'islamophobie, entre guillemets, qui s'est répandue un peu partout en Europe. C'est Vous, un levier pour lui aussi, encore une fois, pour faire pression sur les pays européens. Donc c'est tout à fait le genre de stratégie qu'il arrive à exploiter. alors, bon, on a beaucoup parlé donc des méthodes du mythe. Vous avez dit aussi que le mythe module ses méthodes selon les pays. N'agit pas de la même manière dans un petit pays comme l'Autriche ou la Belgique que dans les grands pays comme l'Allemagne, par exemple. Bien sûr. Comment s'opère cette différenciation? Bien sûr, bah, il y a une adaptation des réseaux turcs à une réalité politique, hein. Je dirais qu'avec l'Allemagne, où le mythe a toujours eu de bonnes relations hein, avec les autorités allemandes, c'est ça qu'il faut comprendre, bah, ça permet d'expliquer comment ce réseau jusqu'à Et aujourd'hui. c'est peut-être là le moment de parler des origines du mythe. Alors, ça veut dire quoi mythe, M-I-T déjà? Milli Istihbarat Teşkilatı, c'est l'Organisation nationale du renseignement. D'accord. Donc voilà, donc le mythe a été créé sous cette forme actuelle dans les années 60, hein, mais il y a toujours eu une organisation de renseignement turque, hein, aussi longtemps que la République existe, et même avant. Hein, il y a, le mythe revendique lui-même sur son site internet une filiation avec l'organisation spéciale, hein, Teşkilat İmasusa, qui était sous le gouvernement jeune turc pendant la Première Guerre mondiale, qui était un petit peu le bras armé des génocidaires, hein, si vous voulez. Donc, il y a une filiation revendiquée avec cette époque. C'est en tout cas dans cette tradition que se trouve le mythe, voilà, et qui utilise tous les outils qu'il a à sa disposition. Alors, quand le mythe agit dans le nord de l'Irak, en Syrie ou dans le Caucase, il envoie des mercenaires formés en Syrie, il envoie des drones Bayraktar pour assassiner des gens. Évidemment, quand il mène des opérations à Paris ou à Berlin, c'est avec des moyens un petit peu plus discrets parce que voilà, on ne peut pas encore utiliser les drones à Paris. Mais bon, peut-être que, peut-être que ça se fera un jour, j'en sais rien. En tout cas, les moyens qu'il utilise, qu'il déploie sur le sol européen sont ceux qu'on a décrits précédemment, avec quand même une dimension violente hein, quand les pays européens lui en laissent la possibilité. On voit qu'à Paris, il y a eu une certaine tolérance vis-à-vis de ce genre d'action. En Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, il y a une présence très forte, une tolérance vis-à-vis du mouvement, mais il semble que le passage à l'acte soit, jusqu'à aujourd'hui, impossible. Il n'y a eu aucun acte violent en Allemagne au-delà de quelques tabassages ou de quelques intimidations, hein, mais il n'y a pas eu de meurtre
ce qui est quand même à souligner, alors que le nombre d'opposants qui se trouvent sur le sol allemand est beaucoup plus important. Donc on voit que la Turquie s'adapte à chaque fois à des relations qu'il essaye de tendre, qu'il essaye de durcir. Avec la Suède, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc il y a un contexte beaucoup plus tendu avec la Suède aujourd'hui qui peut éventuellement permettre des actions violentes pour faire pression sur ce pays-là. Mm. Alors, pour terminer, on a parlé de la réaction ou de la non-réaction à ces tentatives de contrôle et de cette politique d'Erdogan d'anéantir ses opposants et d'essayer d'influencer par toutes les méthodes possibles, allant du plus civilisé, des méthodes les plus civilisées aux méthodes les plus violentes, la politique européenne. Bon, l'intégration européenne de la Turquie, on n'en parle pratiquement plus aujourd'hui, même s'il y a des tentatives qui se font jour. La Turquie est maître des jeux aujourd'hui, puisqu'elle s'est rendue indispensable sur l'affaire des réfugiés. Elle s'est rendue indispensable aujourd'hui dans les relations de l'Union européenne, en tout cas de l'Occident en général, avec la Russie, en jouant donc ce double jeu, etc. Et l'Europe dans tout ça, Guillaume Perrier, que fait l'Europe face à une situation qui est en train de donner de plus en plus de force et de plus en plus de pouvoir à un dictateur qui est, enfin en tout cas un homme qui lui ressemble beaucoup en Europe et qui fait de l'Europe quelque part l'objet de menaces, de chantage et d'un jouet quelque part dans les mains de la Turquie. Comme vous l'avez dit, tout le talent politique d'Erdogan, c'est de savoir se rendre indispensable et il a très bien su le faire. Donc en fait, dans un premier temps, les relations entre l'Europe et la Turquie étaient plutôt guidées par les négociations d'adhésion hein, dont on parlait, donc par les réformes structurelles de la Turquie. Et puis très vite, après 2007-2008, le rapport a complètement changé. Et paradoxalement, Erdogan y a trouvé son compte dans un rapport de force beaucoup plus tendu, beaucoup plus dur, où il joue sur le chantage, sur la menace. Mais il faut dire aussi qu'il a quelques atouts dans son jeu. Il y a effectivement cette question des migrants qui est très importante, avec cet accord qui a été signé avec l'Union européenne en mars 2016 et qui a permis, donc l'Union européenne a donné 9 milliards d'euros depuis 2016 à la Turquie pour jouer le rôle de garde-frontière en quelque sorte. Donc ça permet à la Turquie de faire baisser la pression migratoire sur l'Europe qui était très importante. Hein. On se souvient qu'en 2015, il y a plus d'1,5 million de réfugiés qui ont traversé les frontières et qui se sont retrouvés en Allemagne et en France, notamment. Donc, ce rôle-là est très important. Autre rôle très important, c'était après les attentats, après la vague d'attentats qu'on a connue en 2015-2016, là aussi Erdogan a su se rendre indispensable sur la question du renseignement contre les djihadistes, hein, voilà, et pour cause, puisque tous les djihadistes passaient sur son territoire, donc ça donnait à la Turquie une place privilégiée pour observer tout ça. On s'aperçoit aujourd'hui que Erdogan sait très bien aussi jouer sa carte sur la guerre en Ukraine, l'approvisionnement énergétique, hein, puisque la Turquie, qui n'a aucune ressource en hydrocarbures, est en train de s'imposer comme un pays clé, comme un pays stratégique pour l'approvisionnement énergétique qui viennent du Caucase, du Moyen-Orient ou de la Russie. Donc, c'est un pays carrefour. Voilà, on s'aperçoit que dans ce monde où la Russie est en train de devenir de plus en plus une menace pour les Occidentaux, personne n'a vraiment envie que la Turquie bascule complètement du côté de Poutine. Et donc, ça conduit un certain nombre de responsables occidentaux, je dirais, à fermer les yeux ou en tout cas à nuancer un petit peu leur position vis-à-vis d'Erdogan. Et il sait très bien jouer de cette contradiction. Voilà, donc on est dans cette situation aujourd'hui. Tout le monde espère à demi-mot que les prochaines élections permettront de recomposer un petit peu cette situation.
Mais je crois qu'Erdogan est assez sûr de lui pour ces nouvelles échéances électorales et que ça ne résoudra pas complètement ces contradictions. Mm. D'où votre dernière phrase dans ce livre, Les loups aiment la brume. Et face à cette menace, les pays européens n'ont toujours pas trouvé comment répondre. Est-ce que cette non-réponse des pays européens est quelque chose d'endémique? C'est structurel, c'est lié à la structure de l'Union européenne qui n'est pas capable de résoudre des problèmes qui se posent à l'Europe aujourd'hui de ce type, ou est-ce que c'est simplement parce que l'Europe ne fait pas son travail? Non, alors c'est sûr qu'il y a une dimension sans doute structurelle. Le fait qu'il y ait 27 pays, ça n'aide pas. La Turquie a des alliés en Europe aussi, il ne faut pas l'oublier, à commencer par la Hongrie d'Orban ou la Pologne. Voilà, il y a quand même La des pays. Hongrie d'Orban, qui se considère comme aussi faisant partie de la famille touranienne Oui, avec la Turquie. absolument. La Hongrie est membre Donc le observateur panturquisme, du. panturanisme. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, il y a cette dimension autoritaire. Aujourd'hui, bah, les deux seuls pays qui n'ont pas ratifié l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, bah, c'est la Hongrie et c'est la Turquie. Donc on voit que ce sont les deux alliés objectifs de Poutine au sein de l'Europe, si vous voulez. Donc il y a cette dimension. La Turquie n'est pas isolée, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas pas autant qu'on le voudrait. Et puis, bah, il y a une dimension politique. Alors, l'Europe est paralysée depuis de nombreuses années par ces menaces, par cette stratégie du chantage, par tous les sujets dont on vient de parler, qui sont des sujets de fond, hein, des sujets stratégiques pour l'Europe, les migrants, les djihadistes, l'approvisionnement énergétique. Euh, mais je dirais que l'Europe n'est pas condamnée à l'impuissance non plus. Il y a une possibilité à un moment de voir des dirigeants politiques prendre leurs responsabilités aussi, quoi, hein, voilà. Euh, Ça a été le cas dans le contexte de la guerre russe en Ukraine. Rien n'empêche, dans le fond, que ça puisse se passer également pour la Turquie. Je pense que c'est d'abord une question de compréhension des enjeux et des dynamiques. Alors on termine cet entretien par une note positive. Alors Guillaume Perrier, merci de cet entretien, de cette Merci. interview. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous rappelle que nous étions avec Guillaume Perrier qui est co-auteur avec Laure Marchand du dernier ouvrage sur la Turquie, Les loups aiment la brume, enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe aux éditions Grasset. Merci Guillaume Perrier. Merci beaucoup.